Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder les 5 actions qui présentent le résultat la semaine qui vient et qui sont dans ma watchlist. Donc la toute première qui présente ses résultats lundi, c'est Medpace Holding, dont j'ai pas mal parlé ces derniers temps puisque c'est une action que j'ai achetée le mois dernier. D'ailleurs dans la description vous avez le lien vers la fiche résumée sur cette action si ça vous intéresse. Donc juste pour rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, Medpace c'est ce qu'on appelle un CRO, et donc c'est les boîtes qui font les essais cliniques quand une biotech ou une entreprise pharmaceutique veut sortir un nouveau médicament. Faut passer des tests phase 1, phase 2, phase 3, etc. comme par exemple le vaccin du Covid. Et donc c'est des boîtes comme Medpace Holdings qui font ça. Et si je regarde depuis les derniers résultats, donc sur le trimestre qui vient de passer, donc là on est, ce sera le 21 octobre. Donc les derniers résultats sont sortis vers fin juillet, donc ça devait être cette baisse-là. Donc avant les résultats, l'action était montée à 457 dollars et depuis elle a perdu 22%. Le cours de l'action avait chuté juste après les résultats et ensuite il y avait deux analystes qui avaient baissé leur note sur Medpace, et c'est à ce moment-là du coup que j'ai acheté. Et la raison principale derrière tout ça apparemment ce serait une baisse des financements des biotech, et donc forcément les biotech qui vont faire des essais cliniques pour moins de médicaments. Mais je vois ça comme quelque chose de court terme. Ça m'étonnerait qu'à long terme, qu'il n'y ait pas au contraire plus d'essais cliniques dans 20 ans qu'aujourd'hui, surtout quand on prend en compte la tendance du vieillissement de la population et le fait que Medpace soit sur des segments particuliers qui bénéficient particulièrement du vieillissement de la population. Et donc Medpace aujourd'hui c'est une boîte sur laquelle j'ai une position à un prix de revient de 329, et aujourd'hui elle est à 356 au moment où je fais la vidéo. Et ça donne un multiple de 22 fois le free cash flow, et je l'avais acheté à peu près 20 fois le free cash flow. Et aujourd'hui c'est toujours ma plus petite position, et ça m'arrangerait du coup que l'action explose pas à la hausse après les résultats, pour que j'ai encore le temps de rajouter un petit peu dans cette action. Mais si je devais faire un pronostic, comme là il y a eu une déception au trimestre précédent, et que là l'action a baissé parce que il y a juste des analystes qui ont baissé leurs notes, juste pour une raison, à mon avis, court terme. D'ailleurs, c'est même l'avis des analystes eux-mêmes. J'avais lu la justification d'un des analystes, et il disait que l'action pourrait redevenir intéressante si la demande pour les biotech réaugmentait à l'avenir. Donc je comprends pas trop ce raisonnement, parce que c'est justement quand il n'y a aucun problème que tu te retrouves à payer des multiples de valorisation qui sont trop élevés, et c'est dans les phases comme ça où il y a des petits doutes, les phases qui sont moins bonnes à court terme, qui te permettent d'avoir des valorisations plus faibles, qui font qu'ensuite tu t'en bénéficies quand l'environnement redevient plus favorable. Donc à l'issue de ces résultats, je dirais qu'il y a une plus haute probabilité pour que les investisseurs se rendent compte que finalement la situation est pas si terrible que ça, et que donc ça ramène le prix à la hausse. Et donc ça me fait un petit peu hésiter à réinvestir avant les résultats dedans, mais bon, je pense pas que je le ferai. Et enfin j'hésite, on verra. Et passons à l'entreprise suivante qui est Moody's. Alors Moody's, je vous avoue que j'hésite à l'enlever en fait de ma watchlist. Alors c'est typiquement une des boîtes les plus présentées comme les boîtes de qualité typiques qu'on retrouve très souvent dans les portefeuilles des super investors. Si je regarde ici les plus possédés, on a en 8e position, 8e entreprise la plus possédée par tous ces géants-là. On a Moody's, donc, qui est possédé par Chris Hone, par Dev Contesaria, par Guy Spear, Mark Massey, Nadim Rizk, Patrick Hargreaves de Akao Capital et Warren Buffett. Et ce qui me dérange avec cette boîte, qui fait que j'hésite à l'enlever de ma watchlist, c'est le manque de croissance. Donc on a, même sur 20 ans, on a 8% de croissance par an, sur 10 ans on a 7, sur 5 ans on a 6. Donc c'est une boîte qui croît de moins en moins vite, avec des croissances à un chiffre. Même si je prends le free cash flow, c'est pareil. Si je prends le free cash flow par action, ça doit être un petit peu mieux. Mais voilà, on dépasse pas les 10%, et on voit que c'est en ralentissement. Donc à moins qu'il y ait des raisons concrètes de penser que Moody's aura des croissances plus élevées dans le futur que par le passé, ça me paraît être comme un peu faible comme croissance pour investir dedans. Je vois qu'ils ont eu leur record de free cash flow par action en 2020, et que depuis ça n'a pas bougé. Ils ont fait à peu près autant en 2021 et à peu près autant en 2023, avec un creux en 2022. Donc il faudrait voir pourquoi le free cash flow n'a pas bougé en 3 ans. Là j'ai pas la réponse. D'ailleurs si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et après, si je regarde les autres critères de qualité, après tout est bon, hein. Donc c'est typiquement pour moi boîte de qualité mais croissance trop faible. Et pour moi du coup ça rentre plus dans mes critères. ROCE 16%, c'est pas non plus énorme. Si je mets sur 20 ans, même 10 ans, moi ça fait depuis 2018 que le ROCE dépasse pas les 20%, et il a l'air plutôt en baisse à long terme. Donc c'est pas l'idéal non plus, ce sera à creuser, donc voir est-ce que peut-être le moat est moins fort qu'avant, je sais pas. Bon, et après pas de problème, c'est une boîte qui a très peu de dettes, qui dilue pas ses actionnaires, qui a des excellentes marges, qui est low capex,
et qui aussi, je pense, ne rémunère pas trop ses employés en actions. 193 millions pour 1 milliard 880 millions de free cash flow. Donc voilà, pour moi, boîte de qualité, mais croissance trop faible, donc je sais même pas si ça sert que je la garde dans ma watchlist. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est possible que je loupe un truc sur Moody's. Ensuite, troisième boîte, c'est Manhattan Associates. Donc c'est une boîte qui vend un SaaS de gestion logistique. Si je regarde les critères, tout est rempli. Croissance du chiffre d'affaires de plus de 10%, en accélération pour le coup. Croissance du free cash flow supérieure, ça veut dire amélioration des marges. ROCE en hausse, donc ça c'est très bon signe, et un ROCE extrêmement élevé, et je crois que c'est le plus élevé que j'ai vu. 80% de ROCE, et c'est pas comme si c'était un pic exceptionnel. Il était déjà à 80% en 2017, en 2018, presque en 2016, et là ils sont retournés en 2023, donc c'est hyper rare. Je pense que c'est le plus haut que j'ai vu, et en plus c'est en hausse, donc ça c'est très bien. Il n'y a pas de dette, ils diluent pas leurs actionnaires, ce qui est relativement rare pour des SaaS, et ils ont des bonnes marges, du free cash flow. 25% est pareil en hausse, et je suis curieux de voir aussi les rémunérations en actions. 71 millions pour 241 millions, ça fait 29% du free cash flow, donc c'est à prendre en compte. Après on voit qu'ils arrivent à le compenser avec des rachats d'actions, puisqu'au final le nombre d'actions au global il diminue. Et d'ailleurs, ils ont cette habitude de faire des rachats d'actions depuis longtemps, depuis 2003, ça fait 20 ans. Mais ce qui me pose problème sur Manhattan Associates, et ce qui fait que j'ai pas acheté, c'est le multiple de valorisation. Donc malgré des très bons fondamentaux comme ça, j'irai pas mettre 68 fois le free cash flow. Et déjà dans l'absolu, 68 fois le free cash flow, c'est super élevé, mais en plus, c'est un record de valorisation pour eux. Et alors on voit qu'ils sont très souvent chers, mais qu'il y a quand même des opportunités. Par exemple, quelqu'un qui était sur le coup en 2017-2018, il aurait pu faire une super bonne affaire. Je suis curieux de voir où était l'action en 2017-2018. Donc on voit qu'en 2015, fin 2015, elle a fait un pic, donc qui correspond ici à 45 fois le free cash flow. Et ensuite de 2015 à fin 2018, c'est ça. Donc on voit que cette baisse du prix de l'action, c'est pas une baisse des fondamentaux. Hein, si après on retourne voir le graphique du free cash flow par action, je pense qu'on verrait que l'entreprise a continué à croître, mais c'est le multiple de valo qui a baissé, et qui a fait que donc fin 2018, on aurait pu acheter l'action à 42$, et donc faire là en 6 ans un x7 ou 8 avec la combinaison du free cash flow par action qui a augmenté, plus le multiple de valo qui a augmenté entre-temps qui a fait plus de x3, quoi. Et donc sur cette boîte-là, j'ai bien peur qu'aujourd'hui on se retrouve un peu dans la situation de 2015, mais en pire, où on est peut-être quelques années où le cours de l'action bouge pas, voire baisse, parce qu'on a le multiple de valo qui revient à des niveaux plus corrects. Donc voilà, ce qui pourrait faire que, à l'issue de ces résultats-là, j'achète cette action, c'est s'il y a quelque chose qui fait douter du futur de la boîte et qui ramène le multiple à des niveaux plus corrects. Et du coup, si on regarde le free cash flow par action en 2015, voilà, 2015, 1,47$, en 2016, 1,84$, en 2017, 2,27$, et en 2018, 1,96$. Donc pendant ces années, la boîte, elle a continué à croître, hein. Mais il y a dû avoir une raison qui a fait que les investisseurs ont perdu de la confiance. Et donc ça pouvait être une bonne affaire dans cette période-là. Donc les résultats de cette boîte, c'est mardi, les résultats de Moody's, c'était aussi mardi, et maintenant on passe à mercredi. On a Rollins, dont j'avais déjà parlé au trimestre précédent. C'est une boîte qui est dans l'éradication des nuisibles et avec un système de franchise. Et sur cette boîte, la raison pour laquelle je suis pas dedans, c'est similaire à Manhattan Associates, parce qu'on voit que les fondamentaux, ils sont parfaits. Croissance pas énorme, mais en accélération. Croissance du free cash flow qui, elle, est bien meilleure, donc amélioration des marges. ROCE qui est très bon et qui est stable. 25% depuis 2002. Peu de dette, pas de dilution des actionnaires. Et un niveau de marge qui est bon et qui est en hausse, 16%, et ça monte constamment depuis 2002 aussi. D'ailleurs, j'ai jamais regardé s'il y avait un super investor qui avait du Rollins. Et ok, donc il y a Terry Smith qui a une toute petite position, donc c'est pas significatif, 0,32%, je le prends pas en compte. Et donc pourquoi j'achète pas? Parce que la valorisation, pareil, là les fondamentaux sont bons, mais pour moi ça justifie pas un 47 fois le free cash flow. Et par rapport à leur multiple passé, alors c'est une boîte qui est souvent chère, mais
qui a été à 30 fois le free cash flow en 2014 et on n'a pas les données avant ça. Mais on voit qu'aujourd'hui on est à un plus haut en termes de valorisation, hein, comme ils ont eu en 2017, en 2020. Donc comme Manhattan Associates, c'est une boîte que je pourrais acheter, mais il faudrait qu'elle revienne à un niveau de valorisation bien plus bas. Je pense peut-être vers les... franchement là pour Rollins, au niveau de résultats actuels, peut-être que j'achèterais vers les 30 $, donc on est loin. Parce que c'est pas non plus une boîte qui a des croissances énormissimes, hein, c'est du 13% par an, donc c'est bien, mais pas à 46 fois le free cash flow pour moi. Donc voilà, on verra si le prix chute après les résultats. Et ensuite, dernière action dont les résultats apparaissent le jeudi, c'est le concurrent de Moody's, SPGI, donc S&P Global. Donc c'est les deux boîtes qui sont, enfin les deux agences de notation. Donc une bonne partie de leur business, c'est de noter la solvabilité des États et des entreprises. Et si je devais choisir entre Moody's et S&P Global, je pense que je prendrais S&P Global, qui pour moi a des meilleurs fondamentaux, il y a plus de croissance, 13% par an sur les 5 dernières années. Si je regarde la croissance du free cash flow par action, qui est la métrique la plus proche de la performance finale de l'action. Alors ça n'a pas trop bougé depuis 2019, donc pareil si quelqu'un sait en commentaire pourquoi, n'hésitez pas à le dire, mais sur 10 ans, c'est du 16,17% par an de croissance. Au niveau du ROCE, sur Moody's, on était à peine à 15%. Alors le ROCE, il est un peu en dents de scie et il est très faible en 2022-2023, mais il doit y avoir une raison spécifique, c'est peut-être les acquisitions qu'ils ont fait, à vérifier. Mais si on regarde la tendance long terme, c'est clairement à la hausse, avec parfois des ROCE qui atteignent les 56% et qui sont très souvent au-dessus des 20%. Donc là, ça m'a l'air un peu mieux. Le niveau dette, c'est similaire. Ils peuvent rembourser leur dette en 2 ans. Le niveau de marge, il est pareil, à peu près similaire à celui de Moody's et il est très bon. Et par contre, on voit que sur les 5 dernières années, le nombre d'actions a augmenté de 26%, ce qui est très mauvais, donc ça a dilué les actionnaires. Mais je viens de vérifier, il y a une explication, parce qu'on voit que tout a été fait là entre 2021 et 2022, mais qu'auparavant, ils rachetaient des actions en permanence depuis les années 90. Donc la raison, c'est qu'en 2022, il y a eu la fusion avec IHS Markit, et que la transaction a été réalisée sous forme d'échange d'actions. Donc les actionnaires d'IHS Markit, ils ont reçu des actions que S&P Global a émis. Donc c'est à ce moment-là que le nombre d'actions a augmenté ici. Donc en fait l'impact court terme sur les actionnaires est négatif, mais c'est une acquisition qui devrait être bénéfique à long terme, et puis ils vont sûrement reprendre leur habitude de rachat d'actions, donc au final ça c'est pas très gênant. Donc ouais, entre Moody's et S&P Global, je prendrais plutôt S&P Global. Et niveau valorisation, on est à 35 fois le free cash flow, ce qui fait quand même trop cher pour moi malgré la qualité de la boîte, et on voit qu'en 2020, on pouvait l'acheter à 22,7 fois, en 2019 à 25 fois, 2018 à 22 fois, 2017 à 23 fois. Donc pareil, c'est une boîte que je pourrais acheter si le multiple de valo baissait. Donc à voir suite aux résultats. Et pour terminer cette vidéo, je rappelle que si vous voulez analyser vos actions avec Graham, et donc avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, plus d'autres comme l'onglet Transcript, qui d'ailleurs maintenant est disponible pour pas mal de boîtes françaises. Par exemple, on a LVMH, j'ai aussi vu qu'il y avait Total, j'ai aussi vu qu'il y avait par exemple Air Liquide et d'autres, et puis vous aurez aussi accès à la page Watchlist et à la page Superstocks qui liste toutes les actions qui remplissent mes 6 critères de qualité. Et puis aussi pour terminer, la communauté privée. Donc si vous voulez avoir accès à tout ça, c'est le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!